Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de précipiter le mouvement. Regardez bien l'image qui suit, c'est évidemment une simulation. C'est ce projet qui matérialiserait une forme de rapprochement très spectaculaire que veulent les Russes et les Américains, en tout cas les deux présidents, qui voudraient visiblement aboutir. En tout cas, c'est ce que dit le président américain, d'un tunnel qui relierait l'Alaska. Je vous en prie, voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Qui relierait donc les États-Unis d'Amérique à la Russie, et on va évidemment rendre compte de cela avec les déclarations ce soir à la fois de Trump et de Poutine. Général Richoux, j'aimerais votre première réaction sur ces images, c'est-à-dire on voit à quel point ils sont pressés. Il y a une accélération ce soir à la fois à la Maison-Blanche et au Kremlin pour tenter de nous vendre l'idée qu'il y a un rapprochement même physique qui aura lieu entre les Russes et les Américains. Oui, et puis en plus ça gâte, pour l'ego de Donald Trump, c'est excellent. On sait qu'il veut faire un arc de triomphe quasiment à sa gloire, et un projet aussi gigantesque, exceptionnel, ça serait le plus grand tunnel du monde, et bien entendu ça serait l'acmé de son règne, et donc je pense que ça doit jouer pour lui. Et puis de l'autre côté, ils ont tout intérêt bien entendu à se rapprocher des États-Unis, même si à mon avis ça n'aura jamais lieu, parce qu'il faudra une sacrée coopération dans la durée. C'est sur 20, 30 ans, je ne sais pas combien d'années, sans haut et bas, pour pouvoir réaliser un projet comme celui-ci. On va prendre la mesure de ce qui est en train de se passer avec vous, Madame la Présidente Salomé Zourabichvili. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes personnalité de premier plan en Europe, présidente de la Géorgie. Merci beaucoup d'être là ce soir avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie. Vous signez L'Ours et le Dragon chez Talandier. Marion Follretter-Guemela, Grégory Phillips également. Qu'on mesure bien ce qui est en train de se passer. Tout est parti donc de la proposition de Kirill Dmitriev, un des hommes les plus proches de Vladimir Poutine, qui propose ce plan, qui remontait même à Kennedy. Et maintenant, on en est carrément aux études de faisabilité. Alors, faisabilité, c'est très cher, c'est très lent, comme le dit le général, mais c'est une manière de donner corps à tout ça. Et vous avez bien noté qui présente ce plan, c'est donc ce Kirill Dmitriev, qui est le conseiller aux affaires économiques à l'international de Vladimir Poutine. Donc vous avez bien compris l'objectif, c'est effectivement de dire, en gros, une fois qu'on se sera débarrassé du problème ukrainien, pardonnez-moi ce langage, et qu'on pourra enfin faire du business ensemble, eh ben, on utilisera notamment ce tunnel pour rapprocher nos deux pays. C'est évidemment pas un hasard que ce soit Dmitriev qui mette ça sur la table, parce qu'il y a un aspect économique très fort derrière. Qu'il a proposé à Elon Musk d'ailleurs, et qu'il a proposé en premier lieu, et à sa société The Boring Company. Et en effet, ça fait partie de l'élément de séduction déployé par Poutine envers Trump, et le fait d'avoir déjà sa Trump Tower à Moscou, maintenant un pont qui porte le nom. Tout cela fait partie évidemment du stratagème mis en place après l'avoir dissuadé de livrer, enfin provisoirement de livrer des Tomahawk, des missiles Tomahawk aux Ukrainiens. Il essaye de lui donner tous les éléments qui pour l'appâter et essayer de faire du business avec la Russie plutôt que d'aider les Ukrainiens à continuer la guerre. Votre première réaction, Salomé Zourabichvili, Madame la Présidente, il faut rappeler la situation. 20% je crois de la Géorgie est occupée par les Russes aujourd'hui, donc il y a certaines comparaisons qui soient faites. Est-ce que vous auriez imaginé dans vos cauchemars, j'imagine les plus fous, ce projet-là? Non, mais c'est typiquement, on a dit que c'est économique, c'est-à-dire qu'il y a derrière tout ce potentiel éventuel, mais c'est d'abord psychologique, c'est-à-dire que Poutine reste l'agent du KGB qui mène une politique psychologique d'abord. Ils connaissent très bien la psychologie de Trump, qu'est-ce qui peut marcher avec lui, qu'est-ce qui peut le séduire, vous l'avez dit, et on fait marcher tous les différents ressorts qui peuvent fonctionner. C'est le domaine dans lequel il est meilleur. Il a montré que militairement il n'est pas très bon, politiquement dans son pays non plus, mais cette capacité à utiliser les ressorts des uns et des autres, oui. Regardez bien les images qui sont faites en intelligence artificielle. On est là, qu'on comprenne bien, sur des gens qui sont déjà engagés dans le concours lancé par Dmitriev. C'est-à-dire que dans l'esprit de Dmitriev d'un côté et de Trump, c'est pas simplement des images pour faire joli. C'est beaucoup d'argent qui va pouvoir couler dans les poches côté russe et côté américain. Oui, tout à fait. En fait, Kirill Dmitriev, moi je l'ai connu comme directeur du Fonds souverain.
Il n'était pas du tout engagé dans la vie politique, ça ne l'intéressait pas. Quand j'ai vu son bureau, j'avais l'impression d'être dans un bureau de la City ou de Wall Street. Mais là, effectivement, c'était intelligent de la part de Poutine de lui confier cette tâche dans la mesure où il a fait toutes ses études aux États-Unis, il parle couramment l'anglais et il sent bien les Américains. Donc, connaissant les tropismes de Donald Trump pour le commerce, il a proposé ce tunnel qui permet de les rapprocher. Quand Poutine est arrivé en Corée, il a dit « bonjour voisin ». Donc c'est ce que cela symbolise. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a un seul pont qui a été construit sur l'Amour entre la Chine et la Russie, et c'est Kirill Dmitriev qui a financé la partie russe. Est-ce que ça exprime le fond de la pensée de Trump? C'est-à-dire qu'en réalité, nous, les commentaires, on tourne beaucoup autour du pot, mais dans son esprit, au fond, il y a deux grandes puissances qui doivent faire affaire de la même façon que les Français et les Anglais ont été ennemis héréditaires pendant si longtemps, et maintenant il y a le tunnel sous la Manche. Dans son esprit, on n'est pas loin de cette vision-là du monde. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la manière dont Trump est manipulé par Poutine. Il y a une partie qui est exacte, et on l'a dit, ce côté KGBiste de Poutine reste en effet très puissant. Il a compris tous les talons d'Achille de Trump, il sait absolument les manier, mais il y a profondément une connivence de vision stratégique, c'est-à-dire de partage de zones d'influence entre grands de la planète. Ils s'entendent très bien là-dessus. Et comme Trump a finalement deux objectifs, qui est un, de faire la paix. Alors il prétend en avoir déjà mis fin à 8 conflits. On n'a pas vu un qui était véritablement réglé, mais enfin il le dit, il le clame. Il y a des progrès. Au Proche-Orient, il y a quelques progrès quand même. Les otages libérés, oui. Les otages libérés pour leurs familles, je pense que c'est quelque chose. C'est tout à fait remarquable. J'étais la première à le saluer ici, mais on n'est pas à la paix du tout. Donc lui, il a dit que c'était la paix. 1948, on est loin de la paix. C'était l'aube d'un nouveau Moyen-Orient, on ne le voit pas encore. Regardez de quelle façon. Il y a la paix d'une part, et d'autre part il y a le business. Donc, et parfois les deux rentrent en contradiction. Et là où Trump a été très fort, je le dis comme vous, au Proche-Orient, c'est qu'il se retrouve avec des gens qui sont comme lui, qui aiment le business et l'argent. Avec Poutine, il se heurte à un os parce que Poutine ne fonctionne pas de manière purement économique. C'est quelque chose de messianique chez lui, de profondément idéologique. Et c'est pour ça que la méthode Trump ne s'applique pas aussi bien. Est-ce que ça se fait au détriment évidemment des Européens et de Zelensky? Revoyons cette scène, et peut-être plus en détail que les jours derniers, où on comprend de quelle façon Trump, pique Zelensky. D'ailleurs, Zelensky répond aussi avec un certain aplomb. Il sait faire face, mais enfin, il le pique en disant « Ah tiens, vous ne saviez pas qu'on avait ce projet-là, et comment réagissez-vous » ? Oui, c'est intéressant. Je viens tout juste d'en entendre parler. On vient juste de finir une belle route en Alaska qui va nous amener pas mal de minerais. Écoutez, c'est sorti hier. Un tunnel entre la Russie et l'Alaska. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? Qu'en pensez-vous? Aimez-vous l'idée? Non, cette idée ne me plaît pas. Je ne pense pas que ça lui plaise. Voilà, alors il faut dire, il réagit bien, Zelensky, mais c'est un sourire un peu quand même compliqué, parce que c'est une scène quand même un peu d'humiliation, malgré tout. Il aime bien titiller Zelensky, parce que, dans le fond, Trump aime bien qu'on vienne lui baiser les babouches. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui lui baisent les babouches. Et Zelensky n'est pas... Il fait des efforts, mais... Est-ce que vous pensez, Madame la Présidente, qu'en réalité, Trump a sa ligne et qu'on se fait des illusions en voulant le faire dévier? Vous-même, je me rappelle la scène à Notre-Dame. Vous allez vers lui, vous lui parlez en tant que président de la Géorgienne. Vous avez aussi tenté, comme tant de chefs d'État, de le faire un peu dévier, mais en réalité, il sait très bien ce qu'il se veut. Je ne sais pas s'il sait très bien ce qu'il veut. Je crois qu'il a une caractéristique, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, une caractéristique qui, si on parle du rapport avec Poutine, qui lui donne un énorme avantage sur Poutine, c'est l'imprévisibilité. Parce que ce que les Russes aiment avant tout, c'est de savoir avec qui ils traitent. Alors, ils connaissent sa psychologie. Là, ils aiment les plans, ils sont obsédés par les plans, la planification. Sinon, pour le reste, ils aiment savoir et ils aiment avoir en face d'eux, en fait, des démocraties un peu prudentes, classiques. Et là, un jour, il est, semble-t-il, en train de construire le tunnel ou le pont. Et puis demain, il peut se réveiller dans une autre...
Disposition d'esprit. Bon, moi, cette scène-là qui est quand même terrible. Imaginez si au Congrès de Vienne ou dans les grands, ou à Yalta ou à Potsdam, il y avait eu une caméra et que les rapports de force se jouent comme ça avec les journalistes derrière, puisqu'il a placé les journalistes derrière. Il y a une volonté d'humilier qui est absolue. En fait, il joue au chat et à la souris avec Zelensky, véritablement. Il sait que le monde le regarde et donc il le titille là où ça fait mal. Enfin, je veux dire, c'est trop facile quand on est la première puissance du monde de se moquer d'un pays qui est en train de souffrir comme ça. Il y a quelque chose d'absolument indécent, mais c'est du Trump. Quand il est capable de faire des vidéos où il lâche les excréments sur des manifestants, on ne s'étonne pas qu'il soit capable, il l'a déjà fait bien mieux d'ailleurs à la Maison-Blanche, d'humilier Zelensky. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai dit, on en reparlera. Moi, je n'y crois même pas une seconde. Et puis, alors, pour faire un peu d'humour, il faudra déjà qu'il règle l'écartement des voies ferrées. Oui, c'est pas le même écartement. Ah, c'est pas le même écartement du tout. Oui. Je crois que Trump veut deux choses. D'abord, une paix rapide, et honnêtement, il se fiche de l'intégrité territoriale de l'Ukraine comme de son premier million ou de sa première Trump Tower, je sais pas. Enfin, donc il veut une paix à tout prix. Il se fichait pas de son premier million, à mon avis. Mais alors, sa première chemise peut-être. Voilà. Mais honnêtement, si il doit jeter sous le bus l'Ukraine, il le fera. Enfin, dans la réunion de vendredi dernier, quand Zelensky lui montre à nouveau la ligne de front, il dit c'est quoi cette ligne rouge ? Je suis jamais allé en Ukraine, je comprends même pas la carte que vous me montrez. Donc honnêtement, il s'en fiche. Il veut une paix rapide parce que ça l'arrange. Il veut faire du business. C'est clairement le signal adressé avec ce projet de tunnel. Et j'ajoute, au-delà de l'humour et du fait qu'il titille Zelensky, moi je trouve ça d'un cynisme terrible. Zelensky est sur le grill et on dit alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce que c'est une tradition américaine ? Vous avez le recul historique, Sylvie Berman, quand il y avait, rappelez-vous, les gouvernements polonais en exil, le gouvernement balte en exil, qui allait un peu comme Zelensky aujourd'hui, avec moins de moyens. Zelensky, il a une grande armée, un pays qui tient encore. Il n'est pas en exil encore. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis situation très différente, mais enfin, qui disait qu'il allait vers Roosevelt ou vers Truman en disant mais aidez-nous, et Roosevelt et Truman disaient non, nous, vous êtes sous la botte de Staline. Et le général de Gaulle avec Roosevelt le détestait et c'est grâce à Churchill en fait que la France et le général de Gaulle a été protégés. Donc effectivement, les Américains ont tendance à se considérer comme une puissance impérialiste et à mépriser les autres. Alors ils sont plus ou moins courtois, plus ou moins grossier, comme peut l'être aujourd'hui Donald Trump. Cela dit, vis-à-vis de l'Ukraine, il a quand même coupé court aux négociations à Anchorage, parce qu'il y avait des propositions de Vladimir Poutine, très proches de celles dont on va parler prochainement, et finalement, il a annulé le déjeuner, la discussion justement sur cette coopération économique prometteuse, parce qu'il savait que l'Ukraine ne pouvait pas accepter ce qui était proposé. D'où le retour de Poutine avec son tunnel. Oui. Il a compris qu'il fallait changer de terrain